vous dire quelques mots maintenant de la façon dont j'inclus les travaux de Lévi-Strauss dans mon propre travail de recherche. À partir de matériaux qui proviennent des hachoirs du Pérou et maintenant de plus en plus des cangangues du sud du Brésil. Donc, on peut dire que la méthode structurale accompagne mes travaux depuis les tout débuts. C'est-à-dire que j'ai tenté de travailler principalement sur les rituels, hachoirs au départ et ensuite cangang, en m'inspirant de la méthode structurale. Deux aspects, disons, la dimension transformationnelle que Lévi-Strauss a mis de l'avant, c'est-à-dire que les matériaux doivent être mis en relation dans un contexte de groupe de transformation. Donc, c'est une question qui m'a toujours accompagné, c'est-à-dire dans quelle mesure un rite participe à un groupe de transformation et comment peut-on finalement comprendre les dimensions du rite à partir de ces transformations. Et la deuxième dimension, c'est le contraste entre mythe et rite, qui est aussi au cœur de l'œuvre de Lévi-Strauss. Ça peut paraître paradoxal de parler de l'importance de Lévi-Strauss en ce qui concerne les rites, puisqu'il a consacré la majorité de ses travaux à la parenté et à la mythologie. Mais en fait, Lévi-Strauss va, tout au long de son parcours, penser la question des rites, que ce soit en fonction de la parenté ou en fonction de la symbolique. Il y a des pages extrêmement importantes de la pensée sauvage, par exemple, qui portent sur la question du rituel, où Lévi-Strauss va contraster, par exemple, le rite et le jeu, le rite et le mythe, et à travers son entreprise qui porte sur les mythes, les 4 volumes des mythologiques, le rite est constamment présent. Il va apparaître de façon extrêmement importante dans la grande conclusion des mythologiques, c'est-à-dire dans ce que Lévi-Strauss a nommé le final, c'est-à-dire la conclusion de l'homme nu qui clôt l'entreprise des mythologiques, où là, Lévi-Strauss va réfléchir de façon extrêmement intéressante au contraste entre mythe et rite, et va tenter, en fait, de montrer que l'analyse des rituels, la plupart du temps, porte sur la dimension sémantique du rite, c'est-à-dire la dimension textuelle, en fait, du rite. Et il va introduire la notion de mythologie implicite, c'est-à-dire tous les commentaires qui portent sur le rite, qui s'ajoutent à la mythologie qu'il appelle explicite, c'est-à-dire les mythes eux-mêmes qui décrivent l'origine, par exemple, d'un rituel. Donc, Lévi-Strauss nous dit le rite, ce n'est ni la mythologie implicite, ni la mythologie explicite, c'est autre chose. Et donc, le défi, en fait, la question qu'il lance, c'est comment aborder le rite en lui-même et pour lui-même, et par lui-même. Et donc, c'est une question qui, moi, va m'habiter à travers l'analyse que j'ai menée des rituels à la fois hachoirs et cangang. J'ai, entre autres, analysé un rituel de visite chez les hachoirs, c'est-à-dire que les hachoirs vivent dans des maisonnées qui sont isolées les unes des autres de plusieurs heures de marche, normalement. Et chaque fois qu'on entre dans une maisonnée en tant que visiteur, il faut performer un dialogue cérémoniel ou un dialogue rituel qui permet d'introduire les visiteurs et d'opérer un rapprochement avec les hôtes de la maison. Et donc, j'ai analysé cette performance rituelle en montrant qu'en fait, le dialogue rituel est totalement vide de sens. C'est-à-dire que les énoncés du dialogue n'ont aucun contenu propositionnel et n'engagent pas le locuteur d'aucune manière sur le plan sémantique. Et donc, cette analyse est inspirée par une affirmation que Lévi-Strauss faisait également dans le final, c'est-à-dire que Lévi-Strauss disait le rituel, c'est autant de moyens d'éviter de parler.
c'est-à-dire au sens pleinement sémantique. Et donc, cette affirmation de Lévi-Strauss m'avait permis de mieux comprendre le dialogue rituel, le dialogue cérémoniel, dans le sens où, effectivement, on est face à un contexte de pratique où on provoque un rapprochement, mais qui n'est absolument pas basé sur des énoncés propositionnels au contenu sémantique plein et entier. Et donc ça, c'est une dimension. J'avais également contrasté le dialogue cérémoniel avec plusieurs autres phases de la visite qui culminaient par la consommation d'une infusion d'une plante que les hachoirs nomment Wayus. Et en fait, j'avais montré que pour comprendre à la fois le dialogue rituel et la consommation cérémonielle de la Wayus, il fallait contraster les deux moments de la visite. Et donc, les deux dimensions du rituel étaient en rapport de transformation. Ce qui caractérisait la cérémonie de la Wayus, c'est qu'elle était en fait pleinement sémantique, qu'on était face à un rapprochement maximal des hôtes et de leurs visiteurs, où on minimisait ce que Lévi-Strauss appelle les écarts différentiels entre eux. Hein? Alors, on avait d'un côté le dialogue cérémoniel où l'écart différentiel entre hôtes et visiteurs était le plus grand, et le rituel culminait avec la cérémonie de la Wayus, où là, on avait un rapprochement tout à fait maximal, c'est-à-dire que les écarts différentiels sont minimes entre hôtes et visiteurs. Ça se traduisait par l'absence de formalisme, par exemple, absence de peinture faciale, absence de vêtements particuliers, l'absence des armes au moment de la cérémonie de la Wayus et un dialogue pleinement sémantique. C'est-à-dire que c'est au moment de la Wayus que les hachoirs discutent des enjeux véritables de la visite. C'est là où on va révéler finalement le motif de la visite. C'est un moment où on va faire des négociations importantes. On discute, par exemple, des accusations de sorcellerie. On discute des mesures à prendre en fonction de différents contextes. C'est également un contexte où les hachoirs vont faire, par exemple, les demandes en mariage. Donc, on est dans un contexte qui, lui, est pleinement sémantique, en contraste avec bon, la cérémonie ou le dialogue rituel préalable. Donc, cette analyse-là avait été fortement inspirée par l'enseignement de Lévi-Strauss et en particulier le final où cette dimension du rituel comme étant un contexte qui n'est pas justement le texte lui-même, qui n'est pas l'exégèse, mais qui est au contraire une forme d'action qui est orientée vers une stratégie qui implique d'éviter au maximum l'usage d'énoncés propositionnels. Donc, a été une très, très bonne source d'inspiration. Chez les Kaingang, là, j'ai travaillé beaucoup sur un grand rite funéraire qui se nomme Kikoya, qui est un rite qui avait été abandonné par les Kaingang durant environ 25 ans, donc presque un quart de siècle, et qui a été repris par la suite. Et donc, mon projet de recherche portait sur la reprise du Kikoya et sur sa réalisation, sa performance. Donc, l'objectif, c'était à la fois de comprendre l'histoire du rituel et d'analyser son contenu symbolique et son contenu pragmatique. Et encore là, les enseignements de Lévi-Strauss ont été extrêmement importants pour contraster, dans ce cas-ci, mythe et rituel, dans le sens où chaque fois que je posais des questions sur le rite en question au Kaingang, on me répondait en me donnant finalement des mythes. Donc, j'ai dû à ce moment-là travailler sur le contraste entre mythe et rite pour mieux comprendre le rituel et pour tenter de voir comment effectivement les Kaingang concevaient la relation entre le mythe lui-même et le rite en question. Et en fait, je me suis rendu compte que le Kikoya permettait d'unifier les deux moitiés constituant la société Kaingang. Les Kaingang conçoivent leur société comme étant divisée en moitiés patrilinéaires, exogamiques. Une première qui se nomme Kamé
une seconde qui se nomme Kairu. Et donc, le mythe d'origine, par exemple, raconte comment la société Kangang est issue de ces deux moitiés, hein, mais qui, au début des temps, va être conçue comme étant finalement un seul groupe qui est le groupe Kamé. Donc, l'ensemble de la mythologie fait un lien entre l'unité de la société Kangang, qui peut se penser comme entièrement issue de la moitié Kamé, ou comme issue d'une dualité, celle entre Kamé et Kairu. Et du côté rituel, au contraire, le rite est construit de façon à bien montrer le contraste entre les Kamé et les Kairu. C'est-à-dire que pendant tout le rite funéraire qui peut durer plusieurs jours, en fait, c'est une séquence rituelle qui s'étend sur plusieurs semaines et qui culmine par une séquence de 2 jours. Pendant toute la durée du rituel, les Kangang maintiennent une distance importante entre la moitié Kamé et la moitié Kairu. Chaque moitié opère rituellement de façon indépendante, mais complémentaire de l'autre moitié. Et on maintient l'écart de façon constante entre les Kamé et les Kairu. Par contre, le rituel se termine par la fusion des moitiés lors d'une danse qui va finalement effacer la dualité et la transformer en une espèce d'unité chorégraphique. C'est-à-dire que les deux groupes qui vont pendant toute la période du rite être maintenus séparés à une distance respectueuse vont en fin de rituel pour la finale, en fait, fusionner et danser ensemble, ne former qu'un seul groupe. Et donc, cette fusion est en fait liée au rituel, c'est-à-dire au mythe fondateur, dans le sens où le mythe fondateur nous dit qu'à l'origine, il y avait une seule moitié. Et donc, on a en finale du Koya le retour à cette origine première, c'est-à-dire l'idée qu'au départ, il n'y a qu'une seule moitié, celle qui est fondatrice de la société. Donc, le mythe, d'une certaine façon, pose la dualité, constate son origine à partir d'un élément premier. Le rituel remonte à cette origine et transforme la dualité en unité. Et donc, fait un parcours, finalement, qui est symétrique et inverse à celui que le mythe mentionne. Donc ça, c'est une des dimensions importantes que j'ai explorées, encore une fois, à partir d'une inspiration structuraliste, si on veut. Une autre dimension qu'on peut mentionner, justement liée à la reprise du Koya après plus de 25 ans d'abandon, c'est le lien entre rituel et mémoire. Et ça aussi, c'est un apport que Lévi-Strauss nous a laissé. Il a très clairement mentionné l'importance du lien entre des mythes qui ont comme motif l'oubli et certains rituels. C'est-à-dire que les mythes ayant le motif de l'oubli comme thème vont souvent être des mythes racontant l'origine d'un rituel. Hein? Et c'est un tout petit texte qui a été publié dans Le Regard éloigné, qui s'intitule Mythes et oubli, où Lévi-Strauss mentionne cette dimension. Et il dit, vous voyez, j'avais également mentionné d'une certaine façon l'importance de cette thématique dans le final de l'Homme nu. C'est-à-dire le lien entre la mémoire et le rite, c'est aussi le lien entre le rite et le continu ou le discontinu. Hein, parce qu'il y a une longue discussion dans le final de l'Homme nu sur le lien entre le discontinu d'un côté qui serait du côté du mythe et du continu que le rite tente désespérément de retrouver, c'est-à-dire une espèce de retour à l'origine, au temps premier, à l'unité première, etc., etc. Et donc, Lévi-Strauss, en parlant d'oubli, bien sûr, parle de l'importance de la mémoire qui va se traduire
par l'action rituelle comme telle. C'est-à-dire que le rite chez les Kangang, et le Kikoya en particulier, a comme but finalement de se remémorer les temps premiers et de permettre à la société Kangang finalement de se définir en tant que société amérindienne. Alors, c'est la dimension plutôt régionale, finalement, de ce contexte qui m'intéressait, c'est-à-dire que les Kangang sont dans un contexte où la société régionale reconnaît de façon extrêmement limitée la présence autochtone et l'identité même Kangang. Et donc, à travers le rite, les Kangang finalement donnent à voir leur identité amérindienne et permettent finalement à la société régionale de voir finalement cette identité, c'est-à-dire la démarcation claire entre eux et la société brésilienne, c'est-à-dire l'autochtonie finalement qu'ils veulent représenter. Alors qu'au quotidien, les Kangang en général n'ont pas de caractéristiques proprement amérindiennes. Ils ont des Brésiliens au sens vestimentaire, au sens de leur mode de vie, de façon très, très générale. Alors que lorsqu'ils performent un rituel, là, on a une démonstration pleine et entière de leur autochtonie et donc d'une commémoration, finalement, de cette identité particulière. Donc, la dimension de la mémoire, je pense, est extrêmement importante et le motif de l'oubli apparaît effectivement dans la mythologie Kangang. C'est un des aspects que j'ai abordé. J'ai tenté de montrer qu'effectivement, les mythes d'origine du Kikoya impliquent le motif de l'oubli de façon importante comme déclencheur, finalement, de la pratique rituelle en question. Donc, voilà pour un certain nombre de liens que je pourrais faire entre rituel d'un côté et structuralisme de l'autre.